Windows se ferme, j'ai rien fait. Bon, pendant que la technique se va. Donc, juste une petite remarque liminaire, et je suis très content que Maria Nazareth nous ait dit à la fin que paysans et agriculteurs familiaux peuvent être traités comme équivalents au Brésil. J'ai noté dans l'intitulé, dans le texte du colloque, que les rédacteurs du texte avaient écarté une difficulté ou réalisé un compromis, c'est bien un compromis, en écrivant « exploitation agricole familiale / paysanne ». Or, moi, ce slash me semble assez intéressant. Le slash, ça peut réunir ou ça peut séparer. Pour ce qui me concerne, je pense que le slash sépare, que l'exploitation paysanne et l'exploitation familiale ne sont pas la même chose en France, ne sont plus la même chose. En revanche, bon, pour le Brésil, je ne me permettrai pas d'avancer. Là-dessus, il y a d'autres experts. Alors, laissons tomber un certain nombre de choses qu'on soit été dites, soit avec lesquelles j'étais en désaccord. Je voudrais revenir quand même sur ce point. Pour moi, l'exploitation familiale agricole ne s'inscrit pas en continuité, mais en rupture avec l'exploitation paysanne, avec la famille paysanne. À la prudente thésaurisation succède l'investissement par l'endettement, à la non moins prudente multiplicité des productions, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, succède la spécialisation, à l'exploitation en bon père de famille, selon le terme des Baux, des sols et des ressources succède l'intensification, à la famille étendue, je pense en tout cas au sud-ouest, succède l'exigence de des cohabitations, et donc à la famille paysanne, la famille conjugale, si poétiquement exprimée par le modèle des lois d'orientation de 60-62 sous le terme de famille à 2 UTH. Je pense que c'est pour moi fondamental de comprendre ça pour bien comprendre ce qui s'est passé en France. Alors, je saute sur les différentes étapes de l'invention de l'exploitation familiale agricole. Je signale au passage que l'exploitation familiale agricole, vous n'en verrez pas beaucoup de mentions dans les textes avant les années 30-40. Recherchez, vous verrez, on parle de la ferme, de la métairie, de la propriété, on parle de la petite culture, de la grande culture, comme ça a été dit, mais exploitation familiale, c'est une construction de la politique. Et bon, tout ça, c'est dans le tome 4 de l'histoire de la France rurale, et Marcel peut en témoigner. Donc, cette construction, où en est-elle aujourd'hui ? Je saute sur les étapes de sa progression, de son hégémonie dans le discours et de son déclin progressif. Donc, je ne m'inscris pas vraiment entièrement dans ce qui a été dit tout à l'heure, et je m'interroge en quoi l'agriculture française est-elle encore familiale ? Alors, désolé de décevoir Billancourt, mais merci. Mais il me semble qu'il faut tout d'abord s'entendre sur les termes. Si l'agriculture familiale doit être définie par la part que détient la famille dans le foncier, par la transmission familiale des biens, alors la part de l'agriculture familiale dans l'ensemble de l'agriculture est plus que considérable, elle est quasi totale. Et l'on comprend bien alors que la quasi-totalité de l'agriculture des États-Unis d'Amérique, c'est votre voisin du Nord là-bas, est officiellement désignée comme familiale, y compris, selon la définition même de l'USDA, les very large, excusez mon accent, family farms, à savoir les fermes qui commercialisent chaque année 500 000 $ et plus. 500 000 $, ça fait pas mal pour l'exploitation familiale. Alors, si les mots ont un sens, il faut s'entendre sur ce sens. Pour moi, ce n'est pas l'indicateur que j'ai choisi.
Si le patrimoine est bel et bien largement détenu par la famille, il n'y a pas de discussion là-dessus, y compris sous les formes sociétaires les plus subtiles qui fleurissent désormais en France. Je retiens, moi, comme caractère familial de l'exploitation agricole, la part que la famille prend effectivement au travail sur l'exploitation, et cette part est en régression constante. Bon, on dit oui, mais il y a effectivement il y a moins de travail sur l'exploitation. Mais la femme est toujours là, elle donne un coup de main, elle va chercher une pièce, etc. Il y a quand même encore coïncidence de l'un et de l'autre. Alors imaginez maintenant que vous habitiez un pavillon de banlieue, que votre conjoint, pourquoi de banlieue, un pavillon, que votre conjoint ou votre conjointe a transformé le rez-de-chaussée, le vaste rez-de-chaussée de ce pavillon années 70, en un bureau. Il est comptable ou elle est comptable, exerce sa profession là. Est-ce qu'on va dire, alors que vous travaillez à l'extérieur, que vous êtes instituteur ou institutrice, par exemple, est-ce que l'on va dire qu'il s'agit là d'une entreprise comptable familiale? Non. Donc, je poursuis. Alors, je poursuis. Le fait est qu'au dernier recensement agricole, qui a été cité tout à l'heure, chacun cite les chiffres à sa façon, hors conjoint co-exploitant, la famille, je cite, ne contribue plus que pour 12% à l'activité des exploitations contre 19% en 2000. Et plus en avant, bien sûr. Nombre de conjoints, les citations se poursuivent, nombre de conjoints non co-exploitants n'y participent pas du tout. Je n'ai pas le chiffre là, des conjoints co-exploitants, ça doit être 28 000 ou 30 000. En effet, selon l'enquête Structure, 75% des conjointes de moins de 30 ans, une enquête Structure de 2007, 75% des conjointes de moins de 30 ans d'agriculteurs installés sur des exploitations dites professionnelles, qui ne sont pas toutes les exploitations en effet, déclaraient n'avoir aucune activité sur la ferme. 75% des conjointes de moins de 30 ans, on va dire des exploitations qui dépassent les 12 hectares équivalent blé. C'est pas moi qui isole les exploitations professionnelles, mais là, le chiffre était construit comme ça, dites professionnelles, parce que j'ai passé pas mal d'années à critiquer cette dénomination. Alors, on va me dire, dans l'esprit, ça reste quand même quelque chose de très familial. Alors là, je note un virage syndical important. Hein. On comprend mieux donc, que le rude débat qui s'est déroulé on comprend mieux à la lecture de ces chiffres que le rude débat qui s'est déroulé entre anciens et modernes lors du congrès du Mans de la FNSEA au printemps 2005. La FNSEA, c'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Je le dis pour nos amis brésiliens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ces débats se sont conclus par la victoire du modèle entrepreneurial aux dépens de l'exploitation familiale, qui cesse ainsi d'être revendiquée et promue par ceux-là même qu'elle a si longtemps porté à la représentation syndicale. Et que ce soit un Xavier Belin, grand céréalier et surtout agro-businessman, qui succède au Raymond Lacombe, au Luc Guyot, au Jean-Michel Métayer, dont je n'étais pas un ami proche, mais n'est pas purement anecdotique. Les tenants du réalisme économique ont pu s'appuyer sur une démographie familiale agricole en sérieuse perte de vitesse. Donc là, quand même, une toute petite réflexion. Ce modèle d'exploitation familiale, il a quand même été promu dans l'alliance de l'État et de la profession, activement, extrêmement activement, à partir des années 45-50. Qu'il soit maintenant abandonné en 2005, ça signifie quand même quelque chose. Et virage syndical et virage législatif. Bon, il est en France, dans la nature des choses, que le législateur marche sur les pas du syndicaliste. Je veux dire du syndicaliste agricole. Hein. Et les débats sur le projet de loi d'orientation agricole qui ont suivi de quelques mois le nouveau cadre donné par la FNSEA
ont abouti, sans surprise, à ce que la loi du 5 janvier 2006, du passé faisant table rase, se convertisse à son tour à la promotion de l'entreprise agricole en supprimant toute référence au modèle de l'exploitation familiale qui était redit en préambule ou dans l'article 1 dans toutes les lois d'orientation précédentes depuis 1960-62, où il était dit à travers cette exploitation familiale à deux, faisant vivre deux personnes. Donc, le législateur suit le syndicaliste, exite l'exploitation familiale. Vous allez me dire, c'est pas ça qui tue la véritable exploitation familiale. Alors, bon, moi, je me pose quand même une double question. À quoi tient l'obstination des collègues et amis chercheurs à célébrer le maintien de l'exploitation familiale et aussi en promouvoir les vertus? Je vais, par exemple, cet après-midi me trouver en porte-à-faux, puisque je suis discutant de deux collègues qui en tiennent fermement pour l'exploitation familiale dont ils sèvrent la bonne santé. Je pense à Gilles Bazin, avec qui on va s'entretenir tout à l'heure. Donc, il serait particulièrement malvenu que j'évoque, venant d'individus souvent considérés comme proches de la gauche, enfin, je ne leur ai pas demandé leur bulletin de vote, mais un quelconque préjugé idéologique favorable à ces exploitations, qui, après tout, elles, votent tout autant, sinon plus à droite que leurs consoeurs entrepreneuriales. Donc, ce n'est pas une adhésion politique qui fait que c'est pas le préjugé, mais qui a un maintien tel d'une représentation d'exploitation qui ne correspond plus vraiment à la réalité. Alors, pour la première question, celle du diagnostic optimiste sur le maintien de l'exploitation familiale, je vois deux sortes d'explications, d'ailleurs complémentaires. Tout d'abord, le point de vue peut différer en fonction des instruments d'observation dont on use. Le pessimisme statistique que suscite la consultation des recensements successifs se voit ainsi contrebalancé par l'observation de terrain, notablement plus enrichissante pour celui qui la conduit. C'est d'autant plus, et j'en reviens à la deuxième partie de l'explication, que l'on se déplace sur un terrain plus favorable. Zone de moyenne montagne, région d'élevage, plus propice en effet à la rencontre d'exploitations familiales à dimension humaine que les plateaux tertiaires du nord du bassin parisien, comme le Soissonnais par exemple. En témoignent ainsi certains travaux récemment parus, par exemple le beau travail de Méduline Terrier, conduit sur un plateau, certes, mais un peu différent, le plateau du Vercors, où domine la production laitière, bon, et où elle, évidemment, rencontre des exploitations familiales laitières. Alors, l'analyse du tableau suivant va nous permettre de concilier peut-être les deux points de vue. Celui, c'est mon côté centriste, ça. Celui du pessimiste qui voit s'effacer les formes familiales d'exploitation et celui de l'optimiste qui parie pour leur maintien. Il me reste à réussir à mettre le tableau. Alors, hop. Là. Détail, date de modification. Voilà, je suis dessus. Avec un peu de chance, ça va marcher. C'est du moins. Tiens, c'est pas ça. C'est amusant. C'est amusant. Bon, c'est amusant. C'est classique, mais amusant. D'accord. Alors, pourquoi? Peut-être que j'étais à l'envers. Alors, je vais en revenir. Voilà, je reviens là. Ah ben oui, parce que date de modification, je suis à l'envers, je suis en 2006 là. Donc il y a quand même. Alors. Ah, PowerPoint, c'est déjà un petit espoir. Et je l'ai remanié ce matin, alors ça risque de foirer encore et tout ça. Bon, ça se voit? Bon. En grand écran, il faut que je vous laisse faire, je vous laisse la responsabilité, parce que ma nullité, c'est mon émotion, surtout de parler devant une si belle assemblée.
Alors, que nous dit ce tableau ? Il s'agit d'un tableau fait à partir des données de la MSA, la Mutualité sociale agricole, qui est la sécurité sociale des agriculteurs pour nos amis brésiliens. Le traitement a été fait par des collègues de l'INRA qui ont un observatoire partagé avec la Mutualité sociale agricole. Et nous avons ici en ligne les différentes orientations qui sont à peu près les mêmes que celles du CES, enfin du SSP, de la statistique agricole, avec de très petites différences que l'on peut négliger. Vous pouvez me faire confiance sur ce point. Et nous avons en colonne différentes formes de recours au travail familial ou autre. Alors, quand vous voyez ces chiffres, vous voyez qu'il n'est pas surprenant que le recours au travail familial soit faible chez certaines, soit de plus en plus faible dans certaines orientations et qui se maintiennent dans d'autres. Bon, si vous prenez les céréales et les oléoprotéagineux, vous voyez que le support salarial représente 28,4 à peu près, et que sinon nous avons un exploitant qui exploite lui-même ou avec, ça a été évoqué tout à l'heure par Bernard Roux, ou avec l'aide de sa CUMA ou de son entreprise qui exploite tout seul ses 200 ou 300 hectares. Mais vous avez aussi un support salarial important. Alors, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est sur la dernière colonne, en fait, surtout, hein, où vous voyez que, par exploitation, nombre chef d'exploitation et co-exploitants, nous sommes à 1,1. 1,1. Elle est où, la famille, là? Alors, je reprends le tableau pour en tirer un petit peu des conclusions plus, enfin une analyse plus fine. Sur une première observation, nous avons affaire à un univers multipolaire et non bipolaire. Il n'y a pas de rupture nette entre ces pôles, mais des inflexions nettement marquées toutefois. La comparaison entre productions ne doit pas nous faire ignorer les écarts au sein d'une même orientation productive, comme le recours ou non au salariat, qui semble signaler parfois des clivages nets entre types d'entreprises, par exemple en production laitière. On voit bien qu'en production laitière, il y a des entreprises de type familial et des entreprises qui le sont moins, tout en étant encore familiales, mais qui ont plus recours au travail salarié, on va dire. Selon nous, il se dégage de ces données, comme d'ailleurs des travaux de terrain qui relèvent la diversité des cultures professionnelles et pas seulement des pratiques professionnelles, un point marquant, la distinction classique entre culture et élevage, que l'effacement de l'ancienne polyculture élevage rend plus sensible encore, ne doit pas faire passer au second plan un troisième pôle, celui qui est constitué de la viticulture, de l'arboriculture et des autres cultures permanentes. Ce pôle se caractérise en effet par un recours élevé au travail salarial et un recours au travail familial également marqué, avec des variations internes à chaque système, souvent liées à la dimension de l'entreprise. Au sein de l'élevage des producteurs de porc et de volailles, les granivores, production largement hors sol, occupent une position un peu à part du fait de leur recours plus appuyé au salariat. À l'inverse, les producteurs de viande, bovins, viande et autres herbivores, recourent peu au salariat tout en s'inscrivant dans les systèmes les plus marqués par l'absence de collaborateurs, collaboratrices, sans qu'il soit aisé de démêler les causes et conséquences. C'est dans ces systèmes, d'ailleurs, que les agriculteurs sont le plus souvent célibataires. Et c'est là aussi, d'ailleurs, c'est dans le système bovin-viande qu'on note un taux de suicide plus élevé encore qu'ailleurs. Alors, les éleveurs de bovins laitiers et de bovins lait-viande se trouvent au cœur d'un pôle marqué par la présence encore nette de l'implication familiale, qui situe sur ce point le groupe d'éleveurs laitiers nettement au-dessus des autres orientations productives,
Ces éleveurs laitiers qui furent au cœur du modèle de modernisation des années 60 et la principale cible de la politique agricole, en même temps que les représentants les plus achevés de l'exploitation familiale, sont suivis de plus loin par les éleveurs de bovins viande et autres herbivores. Donc ils se détachent très nettement de l'ensemble des productions animales comme végétales par le nombre de co-exploitants. Tous les autres groupes se situent à 1,1, chefs d'exploitation et co-exploitants par exploitation, en moyenne, alors que les éleveurs de bovins laitiers et de bovins lait viande se situent respectivement à 1,4 et 1,5. On retrouve sans doute des associés en nombre croissant parmi ces co-exploitants. Aux GAEC traditionnels dans ces productions se sont ajoutés les EARL également populaires. Donc là, c'est les formes sociétaires sont visibles, mais pour l'heure, ce sont aussi et d'abord des conjointes le plus souvent, engagés dans l'activité laitière qui sont co-exploitantes. Donc c'est au sein de ces orientations que nous trouvons des tendances plus nettes aux alliances homogames, oui, un tout petit peu de sociologie quand même, entre enfants d'agriculteurs ou appartenant à des catégories socio-professionnelles socialement et spatialement proches, ouvriers, employés. C'est dans ces catégories-là que le mariage se fait plus avec les filles d'agriculteurs ou les filles d'ouvriers et d'employés, alors que dans les autres catégories, on s'éloigne de plus en plus pour le mariage et on épouse ou on prend comme conjointe ou conjoint des jeunes, des personnes qui relèvent d'autres groupes sociaux, catégories intermédiaires par exemple. Alors, plus homogame et plus centré sur l'exploitation que décalé, les groupes d'éleveurs se distinguent nettement des deux autres pôles précédemment identifiés, celui des grandes cultures et celui des cultures permanentes, au sein desquelles la viticulture constitue à elle seule une culture spécifique, ou plus exactement développe plusieurs cultures régionales propres. Culture dans tous les sens du terme. Donc ces diverses configuration composent ainsi autant de mondes de l'agriculture. C'est un terme auquel je suis attaché. J'ai pu y attacher certains de mes collègues dans des ouvrages récents. Les spécificités que nous relevons ne portent pas seulement sur les productions et les itinéraires techniques, ce sont des cultures, des façons d'être et de penser, des pratiques et des représentations du métier bien distinctes qui se côtoient, notamment au sein des organisations professionnelles et des syndicats, s'alliant certes, mais sans trop se mêler, au-delà du constant leitmotiv de l'unité syndicale, quoique ça, on n'en parle plus beaucoup. Alors, je vais conclure en quelques mots, sous le titre provocateur suivant, à quoi diable peut bien servir une agriculture de type familial ? Ouais, il faut que je remonte un peu la pente après avoir dit après avoir tenu des propos pessimistes. Alors, je ne veux pas empiéter sur les déclarations des collègues qui vont promouvoir l'exploitation familiale, mais je vois les travaux que j'ai conduits avec Christophe Giraud d'une part et avec Patrick Mandler d'autre part, mettent en évidence le rôle des conjointes dans l'orientation de certaines exploitations tournées vers la diversification qui a été évoquée tout à l'heure, y compris environnementale, et les services à la ferme, en particulier lorsque les conjoints sont dotés de diplômes élevés. Parmi ces entreprises rurales, je fais allusion là à une terminologie de Pierre Muller, on peut identifier des exploitations néo-paysannes, en s'appuyant sur l'autodéfinition des acteurs. Oui, parce que moi, ça m'étonne toujours, c'est que ce statut, bien sûr, c'est banal, mais ce statut de paysan, cette dénomination de paysan qui fut si fortement rejetée dans les années 50 en France, etc., elle est, et Michel Strett que je regarde, elle est revenue à la mode chez les jeunes de 50 haïssaient ce terme, et les jeunes de 2000 et quelques y reviennent. Mais bon, Marcel Jaivet dira des choses là-dessus plus fines que moi. Donc, entreprise alors néo-paysanne, en s'appuyant là sur l'autodéfinition des acteurs,
ou postmoderne, si l'on préfère, à moins qu'elle ne soit au contraire néo-moderniste, ça je ne sais pas. Mais ces exploitations ne sont pas des petites exploitations, non. Ce sont des exploitations familiales de dimension relativement importante et dotées d'un capital intellectuel très élevé. Là-dessus, on a des chiffres qui sont assez significatifs. Bien entendu, je suis à ce stade tenu d'évoquer la notion de multifonctionnalité, même si le terme n'est plus guère pratiqué dans mon institution, l'INRA, qui a préféré se rallier au concept slogan de développement durable. Au moins, on échappe. Là, je regrette, là, c'était pour Philippe Bonal, là, parce que, la petite parenthèse, la petite pique, mais bon, on lui transmettra. Au moins, on échappe, disais-je, mais pour combien de temps encore, au piège de l'agriculture écologiquement intensive dans lequel sont tombés certains de nos collègues du CIRAD. J'espère qu'il y en a ici qui sont vexés. C'est sans doute par son rôle, donc, pour finir, conclure la conclusion, et avec une vision un peu plus optimiste, c'est sans doute par son rôle dans le maintien et le développement du lien social au travers de la rencontre entre groupes sociaux, en prônant et promouvant la main au panier, je veux dire les AMAP, et par la relation marchande de proximité qu'elle suscite autour de produits de qualité que l'exploitation conjugale, voire familiale, peut apporter sa meilleure contribution et rendre utile et désirable sa pérennité. Je vous remercie.